Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cette semaine, nous avons rendez-vous au port de la Turballe avec deux chercheurs de l'Ifremer qui travaillent sur la même thématique, les pélagiques, ces petits poissons qui vivent en banc, sardines et anchois en particulier. Ils sont en charge du projet Pelgas pour Pélagique Gascogne. Il s'agit de faire un état des lieux de la biomasse de cette ressource partagée entre la France et l'Espagne. Tous les ans, on doit donner un diagnostic, savoir où en est la population, combien il y a de géniteurs, combien il y a de recrutement. Le recrutement, c'est la quantité de poissons qui arrivent dans la population, c'est-à-dire c'est le résultat de la ponte de l'année précédente. Tous les œufs et larves qui ont survécu de la ponte de l'année précédente, qui vont être des anchois d'1 an et qui vont constituer entre 50 et 90% de la population. C'est un poisson qui vit pas longtemps, il vit 3 ans, 4 ans maximum. Donc comme il en meurt environ 50 à 70% tous les ans, évidemment la population c'est essentiellement des anchois d'1 an, un petit peu de 2 ans survivants et très peu de 3 ans. Donc on a besoin de savoir tous les ans si effectivement il y a un recrutement ou non. Et pour le savoir, on n'a qu'une possibilité, c'est d'aller en mer, patrouiller sur toute l'aire possible, potentielle de présence du poisson, et puis comptabiliser au mieux la quantité de poissons. Chaque année, au mois de mai, les chercheurs de l'Ifremer partent 6 semaines à bord du Thalassa, un bateau scientifique de 75 mètres, pour sonder l'océan de la pointe de la Bretagne à la côte espagnole. Jacques Massé a organisé ces campagnes jusqu'en 2012 et c'est Erwan Duhamel, son compagnon de terrain, qui a pris le relais. En tout, on est 50 à bord, c'est-à-dire 23 scientifiques et à peu près autant de personnes, de marins, pour la bonne marche du bateau, et que ce soit la cuisine, que ce soit les machines. La mise en pêche, parce que nous on est scientifiques, on n'est pas pêcheurs. La mer est quadrillée, elle est quadrillée, c'est des routes parallèles et puis on doit quadriller toute l'air et comptabiliser tout ce qu'on peut le long de ces routes. On doit voir tout, c'est-à-dire que sur le bateau, on a 5 équipes en fait qui travaillent en continu, jour et nuit. On a une équipe au sondeur donc, qui va comptabiliser les échos de poissons, donc qui va essayer de quantifier les poissons. On a une équipe qui s'occupe uniquement de la qualité de l'eau, de la quantité de plancton, de la quantité d'œufs qu'il y a dans l'eau. On a une équipe qui va prendre les caractères biologiques des poissons, c'est-à-dire qui va trier les poissons quand on les pêche, qui va regarder ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils sont en état de pondre, etc., leur croissance. Et puis on a une autre équipe qui est sur le toit de la passerelle, carrément tout en haut, et qui compte tous les oiseaux, les mammifères marins qui cohabitent avec les poissons. Donc c'est là qu'on appelle ça une campagne écosystémique, parce qu'on essaye d'aborder l'écosystème dans son ensemble. L'objectif est de quantifier la biomasse d'anchois disponible pour répondre aux demandes d'évaluation de l'Union européenne. C'est sur cette partie-là qu'on va réussir à sortir un indice d'abondance qui sera ensuite utilisé dans le groupe de travail européen qui va décider, à la fois avec les données françaises, les données espagnoles et des modèles mathématiques, dire en gros, voilà, il y a tant dans la mer, il serait raisonnable d'en pêcher tant. Et ce n'est pas nous qui faisons les quotas. C'est pas nous qui décidons, c'est nous, on fait un diagnostic. Nous, on essaye de caractériser au mieux la population, et après, c'est les politiques qui prennent une décision, qui décident des risques qu'ils pensent pouvoir prendre. Voilà. C'est la Commission, c'est le Conseil des ministres européen qui décide, au final, il y aura tant de tonnes d'anchois à pêcher cette année, en accord ou pas avec nos observations. Eux, ils doivent tenir compte d'autres critères, qui sont tout ce qui est les paramètres économiques, sociaux, etc. Donc la décision, elle ne dépend pas que de la quantité de poissons. En 2003 et 2004, les campagnes Pelgas ont révélé une situation très préoccupante. Les anchois d'1 an étaient presque devenus totalement introuvables. En 2005, la décision a finalement été prise de fermer la pêche à la demande des pêcheurs espagnols et malgré la colère des pêcheurs français. C'est ce que l'on a appelé à l'époque la crise de l'anchois.
Vous savez, les scientifiques, dans le monde de la pêche, on n'est pas forcément bien vus. Forcément, on est annonceurs de mauvaises nouvelles, hein, on est vraiment les vilains canards. Hein. Le problème, c'est que les pêcheurs, ils vont aller automatiquement là où ils sont le plus sûrs de trouver du poisson. Forcément, eux, il faut que ce soit rentable, il faut quand même qu'ils payent leur gasoil et que voilà. Ça ne veut pas dire que c'est la pêche qui éteint l'anchois, parce que dans le cas de ce poisson-là, justement, c'est pas le cas. C'est tout simplement l'environnement, c'est la nature qui fait que la ponte ne va pas réussir. Mais évidemment, si on maintient une pêche alors qu'il n'y a pas de bon recrutement, bah forcément, ça va être un facteur qui va empirer la situation, donc il faut absolument intervenir. Donc la pêche a été interdite en 2005, elle n'a été rouverte qu'en 2010, quand vraiment on a eu des signes de bon recrutement qui pouvaient renouveler la population. Depuis 2007, les campagnes Pelgas sont menées avec des pêcheurs professionnels. En effet, les scientifiques utilisent une méthode acoustique pour quantifier les poissons en fonction des échos détectés par les sondeurs, mais ils doivent ensuite pêcher ces poissons pour savoir à quelles espèces correspondent les échos. Ils nous accompagnent, ils nous suivent à 2-3 000 hein, le long de nos radiales, ils font exactement les mêmes routes que nous. On discute en VHF de ce qu'on voit, on compare ce qu'on observe, et puis comme il faut identifier les échos quand on en a, et bien on leur demande de nous aider à les identifier. Eux, ils sont très efficaces, par exemple en surface, ils sont plus efficaces que nous. On se partage les pêches. On dit bon bah tiens, moi je vais faire celui-là, toi tu peux faire celui-là. Bon bah d'accord. Et à nous deux, enfin quand je dis à nous deux, c'est la thalassa et la paire de bœufs professionnels. On va identifier beaucoup mieux qu'avant les échos et donc avoir, j'ose pas dire plus de précision, mais moins d'incertitude sur nos identifications et donc sur la quantité de poissons qu'on va déterminer. Les professionnels sont très contents de participer à cette manip-là parce qu'ils voient en même temps que nous, ils voient comment on travaille. Le diagnostic, ils l'ont aussi eux parce qu'on va partout, ils voient les quantités de poissons qu'ils peuvent pêcher à la côte, au large, dans le nord, dans le sud. Et donc ça fait qu'on aboutit à une précision et puis on est d'accord. Donc c'est sûr que ce n'est pas eux qui pourront donner le chiffre final de il y a 86 000 tonnes d'anchois dans le golfe de Gascogne. Ils ont l'impression, ils ont le feeling, ils sentent comment, voilà. Et c'est vrai que leur expérience de la mer est super précieuse pour nous. Et je crois que l'enrichissement est réciproque. L'enrichissement réciproque, sûr, parce que nous on apprend énormément aussi. Hein. On travaille avec eux, on est en mer en même temps qu'eux, on discute sur le vif, sur le poisson. Et ça c'est énorme, je pense, pour eux, mais pour nous aussi, quoi. On profite de leur expérience. Tout le monde apprend de tout le monde, et ouais. C'est ça qui est d'autant plus appréciable, c'est que même quand on va après donner les résultats, rendre public les résultats de la campagne, c'est que maintenant, même quand on n'est pas forcément annonciateur de bonnes nouvelles, les pros le savent, et donc c'est pas une guerre de pêcheurs contre scientifiques parce que ah bah non, je vous dis qu'il y avait plein de poissons, vous savez pas où le chercher et tout ça. Non, on a vu la même chose au même moment, et donc c'est le constat est le même des deux côtés. Alors c'est sûr que des fois c'est un peu nuancé, mais globalement l'accord se fait, et puis disons qu'on se comprend mieux, on se comprend beaucoup mieux. Je crois qu'eux comprennent mieux les méthodes qu'on utilise, et puis nous on comprend mieux aussi leur métier et leur manière de voir le poisson, c'est excessivement important. Sur les quais, les deux scientifiques rencontrent des pêcheurs de la Turballe qui partent en mer. Et bien évidemment, la conversation s'engage sur la ressource en poissons. Ah ouais? Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de petites là, pour les conserveries, c'était bien ça. Ah ouais? Bah oui. Allez hein. Bonne marée, à la prochaine. Bonne mer. C'est là que les professionnels nous apportent beaucoup. Parce qu'ils nous disent « Ah oui, mais nous on a déjà vu ça, c'était une époque où, par exemple, quand la lune elle est comme ça ou quand la marée elle est comme ça, nous c'est des facteurs qu'on ne tient pas forcément compte et qu'on fait rentrer maintenant dans nos modèles, hein, on fait attention, beaucoup plus attention à ce genre de choses. » Pour les pêcheurs et les flottilles de pélagiques avec qui on collabore, que ce soit les chalutiers pélagiques en bœuf, que ce soit les bolincheurs, le discours il passe très bien, et au contraire, ça en nous tout cas on a plus de dialogue avec les professionnels, que ce sont eux qui sont demandeurs d'informations, qui viennent nous trouver pour nous demander d'exposer telle ou telle chose issue de la campagne. Et donc ça c'est vrai que c'est un discours génial et un échange permanent.
Mais le dialogue, il est hyper important, évidemment. Et quand on dit qu'il y a des pêcheurs qui ne comprennent pas, je peux vous dire qu'il y a des scientifiques qui ne comprennent pas non plus. Hein. C'est réciproque. Hein. Mais je pense que justement, le fait de travailler ensemble, c'est hyper important, quoi. C'est capital. En collaborant, les scientifiques et les pêcheurs font les mêmes constats et partagent leurs expériences. Pour autant, après des dizaines d'années d'observation, il est toujours aussi difficile de savoir pourquoi une année il y a du poisson et pourquoi l'année suivante il vient à manquer. On a appris que c'était encore plus compliqué que ce qu'on pensait avant. On mesure d'autant plus l'étendue de notre inconnaissance. C'est-à-dire que oui, c'est délicat. Les poissons pélagiques, c'est d'autant plus délicat que... La caractéristique des poissons pélagiques, c'est que ça vit en banc et ça se déplace énormément. Ça migre, mais ça se déplace aussi dans la journée énormément, très vite, en fonction des conditions climatiques, enfin environnementales. Est-ce qu'ils ont à manger? Est-ce qu'il y a des prédateurs qui arrivent qui les dérangent? Enfin bref, on ne sait pas même. On ne sait même pas exactement, on est en train justement d'étudier ça, de voir un peu les causes à effet, quoi. Les causes, c'est essentiellement l'environnement, hein. C'est donc les conditions de survie des œufs et des larves. Et c'est pour ça qu'on a encore du boulot, nous, chercheurs, parce qu'il faut qu'on explique. Sincèrement, c'est vrai qu'on n'a pas d'explication formelle. Non, on n'a pas une un année, magique qui... Une année, dans les années 90, on a cru que c'était ce qu'on appelle les upwelling, c'est-à-dire les remontées d'eau froide le long de la côte des Landes, aux Accords. Chargé de nutriments, voilà, et qui faisait que ça marchait bien. Et on a dit, ah, c'est chouette, avec cet indice-là, cet indicateur-là, on va pouvoir prévoir. Et la première année où on a essayé de prévoir, ça n'a pas marché du tout. Alors on s'est dit, il doit y avoir autre chose. Alors on a cherché, on a trouvé un deuxième facteur. C'était les coups de vent en été. Ah bah oui, quand il y a un coup de vent en été, le recrutement l'année d'après, il n'est pas bon. Parce que ça casse l'enrichissement de l'eau, ça casse... ils n'ont pas assez à manger, les larves n'ont pas assez à manger. Et du coup, on s'est dit, il n'y a pas assez de survie. On s'est dit, c'est chouette, on va mettre les deux ensemble, ça va marcher. Dès qu'on a essayé d'utiliser ça comme indicateur, ça n'a pas marché. Et c'est comme ça tout le temps. Parce qu'en fait, il y a plein de facteurs. Et il y a une année, c'est ce facteur-là qui va jouer, une autre année, c'est ce facteur-là. Donc avant de construire un modèle qui fonctionne bien, on a encore du travail pour quelques années, ouais. Malheureusement. C'est sur ce sourire que nous quittons la Turballe. La semaine prochaine, nous irons plus au sud pour nous intéresser à la plus grosse espèce de thon, le thon rouge. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.